je commence par les remerciements parce que c'est un grand plaisir d'être ici et un grand plaisir aussi d'avoir assisté à toutes ces rencontres passionnantes. Donc merci à l'équipe de Philosophia, Camille Dreyfus-Le-Foyer, Olivier Desquin, Jean-Michel Vienne et puis tous ceux que je n'ai pas rencontrés personnellement, mais c'est vraiment une organisation, une hospitalité incroyable. Et puis merci au lieu unique aussi et à son équipe pour l'accueil. Donc, en effet, voilà, ça marche, super. Je ne sais pas si j'ai une position, si je vais réussir à être claire quant à ma position. Mais en tout cas, c'est vrai, vous allez le voir, que c'est un sujet qui me tient à cœur et qui est en effet l'objet de ma dernière publication. Pour le titrer complètement, ça s'appelle « La part sauvage du monde, penser la nature dans l'Anthropocène ». Et il sera donc question de nature, d'Anthropocène et de sauvage. Et sous l'angle de cette question qui est posée par ces rencontres, comment et peut-être aussi pourquoi habiter la nature autrement. Ma présentation, je vais la décliner en 4 parties absolument inégales. La première sur le concept de nature, je me permets de faire cette petite excursion conceptuelle parce que ça va permettre aussi de revenir et de clarifier peut-être, en tout cas d'éclairer à nouveau frais beaucoup des discussions qui ont eu lieu ici sur ces 3 dernières journées. Et puis ensuite, vous allez voir que très brièvement, je vais répondre par la négative à la question d'habiter la nature pour plutôt la reformuler. Que s'agit-il qu'habiter dans la nature? Et enfin, faire une proposition un petit peu provocatrice qui serait de déshabiter la nature. Donc le concept de nature, il est au centre des discussions. Donc Philippe Descola propose de l'abandonner. D'autres le font par d'autres voies, comme Bruno Latour. En tout cas, la nature a mauvaise presse ces temps-ci. Et une des raisons qui explique cela, c'est son caractère polysémique. En effet, le concept de nature renvoie à des choses, à des réalités très différentes. Et il me semble que déjà de expliciter un peu cette polysémie, ça peut permettre d'éclaircir le débat. D'abord, la nature, ça peut être la nature totalité. C'est la physis des Grecs, tout ce qui est, qui a été, qui sera. Conçu comme ça, le concept de nature finalement englobe tous les phénomènes. Et ce qui serait l'antonyme ou la contradiction de cette nature, ce serait le surnaturel, éventuellement le divin, éventuellement même le métaphysique. Donc la nature ainsi conçue, c'est bien tout ce qui est. Une autre acception de la notion de nature et surtout de naturel, c'est la nature normalité. Serait naturel ce qui est normal. Finalement, oui, le soleil se lève ce matin, c'est naturel. Normalité qu'on peut à nouveau décliner en deux acceptions de conceptions différentes. Soit la normalité statistique, ce qui est naturel, c'est ce qui est souvent le cas, ce qui est plus ou moins toujours le cas, ou alors une normalité fonctionnelle. Et là, la normalité ou la naturalité, c'est ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne comme il se doit, ce qui fonctionne ce qui fonctionne selon son propre principe, par exemple. Là encore, je trouve que ça aide un petit peu de chercher les antonymes, parce qu'on voit la diversité de ces usages. Ce qui s'opposerait au statistiquement naturel, bien c'est le rare, l'exceptionnel, et ce qui s'opposerait au fonctionnellement naturel, ce serait le chaos, ou alors, de façon plus locale, le pathologique, le défectueux. Troisième acception du terme naturalité, du terme nature plutôt, du concept de nature, c'est la nature altérité. Donc la nature altérité, ce serait, et c'est comme ça que je la définis, cette part du monde que nous n'avons pas créée. Ici, la nature, et pour le coup la question de l'antonymie devient centrale, se définit presque systématiquement en creux. Le naturel est toujours défini par opposition à l'intentionnel, à l'artificiel, au culturel. La nature, ce serait finalement ce qui procède de son propre principe, sans être le fruit ou sans être directement conditionné
par l'intentionnalité humaine. Alors, de cette polysémie découlent de nombreux malentendus. Et on pourrait se dire, bon, bah, finalement, un mot qui veut dire trois choses si différentes, c'est un mot casse-gueule, débarrassons-nous de ce mot, ou alors donnons-lui nature 1, nature 2, nature 3, je ne sais quoi. On va voir que ces malentendus sont complexes et peuvent, dans certaines mesures, aussi être fertiles. Quand on considère, alors s'il y a des environnementalistes ou des écolos, on les appelle comme ça dans la salle, qui parlent de protéger la nature, on se fait très souvent répondre, mais oui, mais de toute façon, l'humain fait partie de la nature, l'homme est dans la nature, donc on ne peut pas protéger la nature de nous-mêmes puisque nous sommes la nature, etc. Et donc on se retrouve comme ça dans une sorte de circularité infernale. Et en effet, l'humain, selon qu'on considère la nature totalité ou la nature altérité, va occuper une place très très différente dans la nature. Alors dans la totalité, eh bien de fait, nous avons un corps, nous vivons dans ce monde et nous faisons partie du grand tout. Mais quand on s'intéresse, par exemple, dans les sciences de la nature et en particulier dans l'écologie, on va dire dans les premiers temps de l'écologie, au fonctionnement des écosystèmes, aux relations entre les êtres vivants, on s'est beaucoup intéressé au fonctionnement naturel des écosystèmes en considérant les activités humaines comme des facteurs de perturbation, comme des paramètres étrangers au système dont il était question. Alors, on pourrait dire, c'est très bien, ça veut dire que l'écologie s'intéresse à la nature altérité. Mais c'est plus compliqué que ça, parce qu'en réalité, on se rend compte aussi que on va dire, si on fait un constat assez immédiat, assez simple de la crise environnementale contemporaine, que de fait, les activités humaines, les colonisations humaines, par exemple, de nouveaux continents, de nouveaux milieux, ont souvent amené dans leur sillage des perturbations majeures, des grands changements, des effets parfois de basculement des écosystèmes. Et en ce sens-là, on pourrait se dire, finalement, c'est aussi le fait de considérer l'humain comme ne faisant pas partie de la nature, c'est aussi de penser peut-être la nature dans sa forme fonctionnellement normale et d'essayer de voir en quoi les activités humaines sont des activités de troubles, de perturbations, de chaos dans cette normalité. Et puis même si on pense à la normalité statistique, c'est sûr que la façon dont les conditions d'existence des êtres vivants sur le temps très long de l'évolution sont des conditions d'existence et des relations qui se sont mises en place, qui se sont enchevêtrées les unes aux autres en l'absence d'êtres humains très longtemps. C'est-à-dire que l'humain est un arrivant tardif. Et du coup, même d'un point de vue statistique, on pourrait dire, en termes, qu'est-ce qui est le plus souvent le cas ? Sur l'histoire de la vie sur Terre, ce qui a été le plus souvent le cas, le plus longtemps le cas en l'occurrence, eh bien, c'est une nature qui n'est pas ou peu influencée par les activités humaines. Donc voilà un petit peu un réseau de problèmes, de malentendus. Autre champ dans lequel le concept de nature nous complique la vie, c'est par exemple dans tous ces appels à la nature comme norme, et où on considère par exemple, alors on les a entendus, ça ressurgit fréquemment. Il y aurait une façon naturelle de faire des enfants, une façon naturelle de faire l'amour, une façon naturelle de vivre et de choisir ses partenaires, etc. Et donc là, on se retrouve à appliquer ce concept de naturalité comme tout à un champ très local, très restreint des activités humaines, qui serait l'éthique, par exemple. Et ça fait partie de l'histoire de la philosophie morale, que d'avoir, avec les stoïciens et avec d'autres, que d'avoir pris pour exemple la nature, que d'avoir fait référence à l'ordre naturel des choses ou à la nécessité de suivre sa propre nature comme un critère ou un étalon du vivre bien. Et puis inversement, on a aussi, dans le champ de la morale, une détestation
de la nature, une détestation de la barbarie. On ne va pas se comporter comme des animaux, ce sont des sauvageons. Et où là, du coup, la référence à la naturalité ou à la sauvagerie sont utilisées comme des repoussoirs à justement tout ce que l'humain ne devrait pas être, tout ce que l'humain ne devrait pas faire. Bon ben voilà, j'espère que si vous n'étiez pas complètement embrouillé sur ce concept de nature, c'est bien le cas maintenant. Moi, ma proposition, plutôt que de le liquider, voilà, je vais garder ma proposition pour la toute fin de cette première partie. En plus d'être polysémique, ce concept de nature, et peut-être à cause de sa polysémie, est extrêmement ambivalent. Il il génère des affects totalement hétérogènes et parfois contraires les uns aux autres. Alors on a toute une grande tradition de l'amour de la nature, le mythe du bon sauvage, mais aussi toute la tradition esthétique et philosophique du romantisme, et puis dans nos vies quotidiennes, on va dire le plaisir naturaliste, l'observation de la nature, le bien-être lié à la fréquentation des milieux naturels, sont des choses qui nourrissent nos vies, qui les enrichissent significativement. Et inversement, la nature génère aussi toutes sortes de peurs, de frayeurs et sert de repoussoir justement à la civilisation, la bienséance. Et dans une analyse de cette dimension effrayante de la nature, il y a toute une littérature écoféministe, par exemple, avec des autrices comme Caroline Merchant, qui trace un petit peu la généalogie commune du traitement de la féminité et de la naturalité dans les civilisations judéo-chrétiennes, en montrant comment, finalement, en associant la nature au féminin, on le relègue à deux rôles insupportables, insoutenables, qui sont soit une nature où, et là vous allez, si mentalement vous êtes encore un peu réveillé, vous pouvez changer le mot nature par le mot femme et vous verrez le discours tient parfaitement. Une nature vierge, immaculée, splendide, qu'il faut vénérer, intouchable. Soit son visage contraire, mais qui est vraiment l'autre face d'une même irréalité, une nature à domestiquer, à contenir, une nature toujours susceptible de bouleverser l'ordre, de bouleverser la société. Et dans ce traitement... pas simplement contradictoire, mais dans ce traitement, dans cette violence conceptuelle finalement de l'assignation à deux images contraires de l'idéal, du sublime ou de ce qu'il convient à tout prix de contenir, de domestiquer et d'annihiler finalement. On voit poindre finalement un problème essentiel, et peut-être on y reviendra dans la discussion, qui est celui de l'absence d'une reconnaissance authentique de l'altérité, de la réalité de l'autre pour l'autre, dans ce qu'il est, dans son existence, et qui se trouve finalement flouté ou voilé par les projections qu'on en fait. Et puis une peur de la nature qui est une peur humaine et probablement plus qu'humaine d'ailleurs, une peur du risque, une peur de la catastrophe qui fait partie et qui fait parler toute la philosophie, notamment sur la question de la justification des catastrophes naturelles. Pourquoi de tels mots existent? Sont-ils des punitions? Alors on rejoue aujourd'hui dans la crise environnementale cette version de la nature comme marâtre revêche qui vient se révolter contre la maltraitance qu'on lui inflige. Donc, ambiguïté, enfin polysémie, ambivalence, et aussi, curieusement, peut-être pas curieusement justement, omniprésence, la nature, et même, alors Philippe Descola propose de se débarrasser du terme de nature, Gilles Clément aussi, et en fait l'un et l'autre, alors j'ai pas tenu les comptes parce que j'étais
passionnée par leurs propos, et puis je me suis arrêtée de compter, sont incapables de se dispenser véritablement de ce terme. En réalité, la nature se trouve au centre de tout ce qui fait très exactement l'essence de l'activité humaine. La nature se trouve au centre des sciences. Les sciences sont nées avec la physique, avec l'étude de la physis, l'étude de la nature. Se trouve au centre de la morale, avec ce double usage parfois de étalon moral auquel il faudrait mesurer nos actions, ou inversement de repoussoir de repoussoir pour justement valoriser tout ce qui fait la civilisation et la cité par rapport à ce monde immoral et amoral plutôt de la nature. Et puis dans l'art, évidemment, depuis les peintures rupestres jusqu'à aujourd'hui, où la nature et la beauté de la nature sont d'abord sujets d'émerveillement direct, indépendamment de la médiation artistique, et puis sont aussi un sujet, un objet de l'art, tant dans l'art, dans la peinture, dans la musique, à peu près toutes les formes d'art ont à voir avec cette question de la beauté de la nature. Dans certaines de leurs formes, pas toutes. J'ai utilisé cette représentation parce que justement la nature est une sorte c'est une sorte de séparation, et elle semble être en creux un passage obligé pour se définir nous-mêmes, pour définir nos sociétés. Et finalement, on est toujours quelque part en train d'utiliser et de convoquer cette idée de nature, y compris pour définir ce que nous sommes. Donc la question qui était posée par ce colloque, c'est finalement comment habiter la nature. Et là, pour le coup, alors maintenant, alors voilà, c'était ma petite conclusion provisoire. Qu'est-ce que je fais moi avec ce concept de nature ? Je décide de me concentrer sur la nature altérité. Donc ça, on peut s'entendre, et puis après on peut la requalifier, nature sauvage, ou cette part du monde que nous n'avons pas créée, etc. C'est l'objet de mes travaux, mais c'est aussi l'objet de mes soucis, c'est l'objet de mes engagements personnels. Je m'intéresse, je m'inquiète aussi de cette part du monde que nous n'avons pas créée. Et à partir de là, je propose donc de ne pas liquider le terme de nature, de ne pas s'en débarrasser, mais de prendre à bras-le-corps les défis qu'il nous pose, de les voir comme des défis fertiles, justement, comme des obligations à se repenser nous-mêmes, à penser l'altérité. Et je conserve ce terme de nature, mais je ne la fige pas comme un gros tout, une toile de fond statique, par exemple, aux activités humaines, ou comme une sorte de matière étendue où rien ne se distinguerait. Et d'ailleurs, je trouve, il y a eu plusieurs critiques en ce sens-là, oui, mais quand on dit nature, alors on homogénéise tout. En fait, c'est le principe d'un concept, on le fait avec tous les concepts. Quand on dit société, quand je dis j'ai un public en face de moi, je ne vous prends pas pour un gros blurp informe, sans projet individuel, sans identité personnelle. Simplement, je m'adresse à vous collectivement en vous parlant, en vous désignant public. Pareil avec la culture. Quand on parle de la culture, on ne pense pas nécessairement que la danse, l'art soit une seule et même chose informe. Donc de la même façon, je pense qu'on peut utiliser, on peut désigner une chose sans nier toutes les aspérités, toute la diversité, toute la richesse de ce qui la compose. Et c'est le pari que je fais. Et pour essayer de exemplifier ça, et bien justement, cette nature dont il est question, cette part du monde que nous avons créée, ça n'est pas un lieu, ça n'est pas un endroit qu'on peut habiter. Cette nature, c'est un enchevêtrement extrêmement, parfois très complexe, parfois il peut l'être beaucoup moins, de formes d'existence, certaines individualisées, d'autres moins, traversées par des processus. Et j'utilise cette iconographie parce que justement c'est très intéressant quand bon, d'abord parce que je la trouve très belle, mais aussi parce que voilà, si on est dans un milieu, dans un récif corallien par exemple, tout est emmêlé, on ne peut plus distinguer les individus parce que la notion d'individu fonctionne très mal pour qualifier
qualifier les polypes, par exemple. On ne peut plus distinguer les différents niveaux trophiques parce que finalement, les jeunes d'une même espèce peuvent devenir proie pour leurs aînés. On a une sorte d'enchevêtrement à la fois visible et fonctionnel qui désigne assez bien ce que c'est que la nature. Et j'utilise aussi ça pour essayer de démystifier une idée sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, qui est l'idée de l'harmonie de la nature, où la nature, ce serait une sorte de tout fonctionnel, bien organisé, où finalement tout le monde vise au même bien commun. Non, dans la nature, il y a du partage. On partage un lieu, on partage des ressources, on partage des informations, mais il y a aussi de la séparation. Les entités naturelles, les êtres de nature, fonctionnent en permanence dans cette espèce de dialectique de partage, absorption, séparation, exclusion. Et donc, c'est aussi un lieu de prédation, un lieu de réajustement permanent des individus à leurs conditions d'existence. Donc ce n'est pas un lieu et on ne peut pas habiter la nature comme on n'habite pas la société ou la communauté dans laquelle on vit. Par contre, peut-être qu'on peut habiter dans la nature. Habiter dans la nature, ça voudrait dire donc habiter dans cette communauté biotique, habiter dans ce monde enchevêtré d'une diversité de vivants qui sont extérieurs à nous et dont les principes de vie nous échappent. Et c'est quelque chose qu'on voit, qui traverse l'histoire de l'humanité aussi, hein, cette idée de et je pense, moi je fais absolument pas je connais rien en psychanalyse, mais j'imagine qu'il y a déjà dû y avoir des ouvrages sur une sorte de psychanalyse de la cabane. Qu'est-ce que c'est que ce sentiment très jubilatoire de l'enfant à faire sa cabane, à se cacher dans sa cabane? Qu'est-ce que ça réactive aujourd'hui chez nous, être hyper citadin, que de penser vivre dans les arbres, que de se percher tel un baron et de sortir finalement de cet environnement très artificiel, très minéral, pour vivre dans une cabane. Il y a un rêve de cabane qui traverse nos existences. J'espère que vous avez une petite cabane en vous. Je vous le souhaite, ou alors je vous invite à la construire. Et dans ce rêve de cabane, effectivement, il s'agit de cohabiter avec d'autres vivants, et d'abord de cohabiter avec un arbre. Parce qu'a priori, quand on veut se faire une cabane, on a envie que le support de notre cabane se porte bien. Cohabiter avec les habitants de cet arbre, cohabiter avec la nature qui nous entoure. Et donc, il y a quelque chose, il y a une sorte je pense qu'il y a une régulation mentale très saine dans cette envie de vivre dans la nature avec les vivants non humains. Néanmoins, le rêve de cabane renvoie, c'est une hypothèse que je vous fais et qu'on retrouve chez Thoreau, qu'on retrouve dans une certaine mesure, je pense même dans la cabane de Gilles Clément, pour ceux qui ont assisté à son exposé, une forme d'exil social. La cabane, c'est un refuge. La cabane, c'est aussi quelque part où les règles de la société ne deviennent plus aussi contraignantes qu'elles peuvent l'être dans notre vie quotidienne. La cabane, c'est un ailleurs à la société. Et ça en fait sa richesse et probablement sa nécessité. Donc oui, je pense qu'on peut habiter dans la nature. Est-ce qu'on peut y habiter de façon permanente? Est-ce que nous restons des êtres sociaux en habitant de façon prolongée dans ces ermitages, que ce soit des ermitages symboliques ou réels? En ce qui concerne nos organisations sociales, on va dire occidentales, modernes, contemporaines, j'en doute en fait. Je pense qu'il y a toutes sortes de raisons, je les évoquerai tout à l'heure, qui font que ça ne peut être que des parenthèses, des soupapes
qu'elles doivent nous dire quelque chose et qu'elles doivent renvoyer quelque chose sur la façon dont on organise nos sociétés, nos villes, notre urbanité, mais qu'on ne peut pas simplement quitter la société pour tous s'encabaner. Et ce pour de différentes façons. D'abord parce que la façon dont l'humain habite dans la nature est une façon un peu étrange et on le voit aujourd'hui un peu problématique. L'être humain, faut que je me dépêche. L'être humain a une façon d'habiter le monde qui, pour certaines raisons biologiques, pour d'autres culturelles, pour d'autres techniques, est singulière. Alors, je n'ai absolument pas l'intention d'aborder la question d'un propre de l'homme. En fait, toutes les spécificités dont je parle ici ne sont spéciales que dans leur dimension, dans leur intensité. Mais c'est des choses qu'on retrouve de façon éparse dans plein d'autres formes de vie que les humains. En tout cas, c'est d'abord un prédateur bien spécial parce que c'est un super prédateur. Il y en a d'autres. Lui, c'est vraiment un super prédateur qui n'a pas à l'état naturel, qui n'a pas dans le milieu naturel de prédateurs spécialisés. C'est-à-dire qu'en général, quand un humain se fait bouffer, c'est qu'il était au mauvais endroit, au mauvais mouvement, au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais les êtres humains ne constituent pas une proie importante ou exclusive, y compris dans le régime des grands carnivores que l'on redoute. Il a aussi, et là c'est une spécificité pour le coup, cette particularité de s'attaquer, entre guillemets, de s'alimenter de tous les niveaux trophiques. C'est un hyper généraliste de la prédation qui va, grâce à la coopération, grâce aussi à la coopération interspécifique, notamment avec les loups chiens dans l'histoire de l'humanité, attaquer les proies les plus énormes, comme les plus modestes et être en plus omnivore. Donc il y a une sorte de régime de prédation qui est très spécifique et très impactant. Et puis assez tôt dans l'histoire de l'hominisation, il a ce caractère bien spécial de tuer aussi ses concurrents. Donc il ne tue pas que ses proies. Il déploie assez rapidement des stratégies efficaces pour éliminer ses concurrents. Donc c'est de l'exclusion de niche, mais assez radicale, on appelle ça comme ça en écologie, qui fait que de fait, l'humain a quand même une façon d'habiter le monde qui est un petit peu hostile à beaucoup d'autres formes de vie. Évidemment, la question de la chasse est aujourd'hui devenue marginale dans nos régimes alimentaires et ça ne date pas d'hier. L'humain, dans son étrange façon d'habiter le monde, a déployé la domestication. Donc là, il est devenu, et pour le coup, la notion d'habitat et d'habitation et d'habitat est importante, il est devenu par excellence le constructeur de sa propre niche. En écologie, on va parler de la niche écologique. Alors, il y a plein d'animaux qui construisent leur niche. Évidemment, on pense tout de suite aux castors, mais l'humain le fait d'une façon et avec une performance incroyable, c'est-à-dire que plutôt que de sélectionner et vaquer dans un habitat pour y trouver les ressources dont il a besoin, eh bien, il produit ses ressources et il crée son monde, à ses besoins. Et puis enfin, l'humain... Et là encore, loin de moi l'idée d'en faire un propre de l'homme. C'est l'intensité avec laquelle s'exprime ce trait qui me semble singulière. L'humain a cette drôle de tendance, et là aussi on le retrouve assez tôt dans l'histoire des sociétés humaines, à vivre non pas au-dessus de ses moyens, mais au-dessus de ses besoins. Et donc on a des processus d'accumulation
des ressources liées au pouvoir, au prestige. On pourrait aussi évoquer, encore là, convoquer en tout cas la pensée féministe pour voir comment est-ce que l'accumulation des ressources, la sédentarisation et le patriarcat s'enchassent l'un à l'autre comme des façons de sécuriser finalement le pouvoir, et le pouvoir en l'occurrence de l'homme, avec un petit H. Et du coup, on a comme ça des effets. Alors là, je montre cette photo très triste qui résume tout. Parce qu'on a le chasseur de trophées colonial. Donc on a vraiment la triple domination. Un homme qui tue un rhinocéros, c'est imbouffable. Personne ne mangera des rhinocéros. Alors aujourd'hui, on vend les cornes de rhinocéros. Donc ça, c'est un rhinocéros blanc. Donc autant vous dire que dans 10-15 ans, cette espèce aura disparu. Elle aura disparu en particulier parce qu'on attribue des vertus aphrodisiaques à la corne de rhinocéros, qui est composée exactement de la même chose que vos ongles, c'est de la kératine. Et donc là, on a la domination coloniale avec ces chasses coloniales et puis ces deux accompagnateurs, enfin bref, la domination de l'humain sur la nature, parce qu'il y a cette espèce d'exercice de force, ce geste extrêmement arrogant de l'homme qui met son pied sur l'animal mort, et puis quelque part en creux aussi, un régime très viril et très patriarcal de rapport au monde. Donc, habiter dans la nature, c'est bien quand on veut se faire une cabane, mais il faut être conscient. On a aujourd'hui le recul et la réflexivité suffisants pour prendre conscience du fait qu'on cohabite assez mal avec l'ensemble des vivants. Et pour ceux qui en doutent, le constat, aujourd'hui la presse en parle de façon quasi quotidienne, le constat est implacable. On fait face à une 6e crise d'extinction majeure, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, en tout cas on prévoit pour les 50 ans à venir, des taux d'extinction qui sont semblables à ces grands épisodes d'extinction qui ont ponctué l'histoire de la vie sur Terre, le dernier étant le Crétacé tertiaire, 65 millions d'années, disparition des dinosaures. Donc on est aujourd'hui dans une crise qui est inédite de l'histoire de l'humanité, mais peut-être même par son ampleur, par sa vitesse, inédite dans l'histoire de la vie. Une autre facette de cette mortification, de cette annihilation du monde vivant sauvage, c'est ce qu'on appelle la défaunation. D'ailleurs, certains scientifiques ont parlé d'annihilation biotique pour en parler. C'est qu'au-delà de la disparition des espèces, ce sont les populations, les densités de population qui fondent de façon absolument spectaculaire le nombre d'individus sauvages. Alors, le dernier rapport Planète Vivante du WWF paru en 2018 estimait qu'en 40 ans, 60% des populations à l'échelle mondiale avaient disparu. C'est 60% d'individus en moins. Ça, on parle seulement des vertébrés sauvages terrestres. Et donc, en gros, le monde disparaît sous nos yeux et il disparaît à une vitesse phénoménale. Et puis enfin, 3 autres facettes de ce régime extrêmement toxique des interactions contemporaines entre les activités humaines et les milieux naturels, eh bien, c'est la dégradation et la disparition de milieux incroyables. On a l'équivalent de la superficie de l'Angleterre qui disparaît. Enfin, on a dans les forêts tropicales une perte annuelle équivalente à la superficie de l'Angleterre. On a en France même une artificialisation des milieux qu'on ne réussit pas à ralentir en dépit des nombreuses mesures et déclarations qui vont dans ce sens. On considère qu'on perd l'équivalent d'un département, qu'on artificialise l'équivalent d'un département tous les 10 ans en France métropolitaine. Donc,
voilà, on est dans une situation, si vous voulez, là j'ai fait une sorte de petite plongée anthropologique sur des spécificités humaines, mais là ce qui nous intéresse, c'est que faire aujourd'hui, que faire nous aujourd'hui occidentaux en 2020 de notre rapport à la nature, et que faire finalement de cette espèce de champ de ruines que nous sommes en train de... alors non, parce qu'on ne peut pas être en train de faire des ruines. Comment faire pour ne pas laisser derrière nous un simple champ de ruines? Et c'est ce que je qualifie de suroccupation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se poser la question du bon rapport à la nature comme si on était au néolithique. Parce qu'on est aujourd'hui dans une situation où cette nature, ces milieux naturels, ces animaux sauvages, ces plantes sauvages, endémiques, sont dans un état catastrophique. Alors, pour illustrer un petit peu cette suroccupation du monde, eh bien, il y a la notion d'anthropocène. Alors, du coup, je sais pas, je pense que vous êtes peut-être maintenant familier. Il y a quelques années, il fallait vraiment anthropo, l'humain, scène, kainos. C'est l'idée qui a été proposée dans la communauté scientifique de donner un nom pour un nouvel âge, une nouvelle période géologique qui serait caractérisée par l'influence globale des activités humaines et qui est discutée scientifiquement, qui soulève toutes sortes de questions. N'empêche qu'effectivement, c'est pour ça que cette photo me semble intéressante, parce qu'elle a à double ou à triple détente. C'est déjà cette idée qu'on a un monde comme ça, on a une petite planète, cette petite bille bleue, mais vous voyez que c'est une photo récente, c'est pas celle de 1972 qu'on connaît bien, d'Apollo 17. C'est une photo récente prise sans éclairage solaire, donc de nuit. Enfin, je sais pas quel est le sens de parler de nuit quand on est déjà sur la Lune, mais et on voit apparaître, je ne sais pas si c'est visible ici, ah bah non, vous voyez rien du tout, on voit apparaître et se dessiner les continents qui ne sont pas les continents en fait, qui ne sont pas les continents géologiques, qui sont cette espèce de méga infrastructure qui recouvre la Terre et qui crée ce continent d'humanisation totale. Alors il y a des chiffres, je ne sais pas, ça vaut ce que ça vaut. Il y a des chercheurs récemment qui ont fait un calcul. Quel est le poids de la technosphère? Donc, si on essayait de peser toutes ces infrastructures produites par et pour les humains sur la Terre, et j'arrive pas du tout à me figurer ça, c'est 30 000 milliards de tonnes. Quand on le rapporte à la Terre émergée réelle, ce serait comme s'il y avait 50 kilos d'infrastructures humaines par mètre carré. Alors là, ils y sont, il n'y a pas de doute. Mais ça, c'est à l'échelle de la planète tout entière. Ça inclut les déserts, les régions polaires, etc. Donc on a une technosphère, comme ça, on alourdit le monde d'une quantité phénoménale d'infrastructures. Et puis on a une biosphère aussi qui est totalement anthropisée. Et là encore, c'est des chiffres, à mon avis, qui sont entachés de toute l'incertitude qu'on peut imaginer, parce que c'est quand même des évaluations compliquées, mais c'est des chiffres qui donnent le vertige. On estime que si on avait pu peser la biomasse totale des vertébrés, je pense que c'est toujours des vertébrés terrestres. Là, j'ai un petit doute là-dessus, mais bon, vous mettrez les baleines dedans si vous voulez. La biomasse totale des vertébrés au moment pré-néolithique, on aurait eu 3% d'êtres humains, c'est déjà significatif, et puis 97% de vertébrés sauvages. Et si on refait ce calcul aujourd'hui, en proportion, on se retrouve avec 33% d'êtres humains, gros succès, auquel s'ajoutent 60, on doit arriver à 7, 64, quelque chose comme ça, autour de 63-64% de bétail, nos cochons, nos poulets, essentiellement. Ce qui fait que finalement, les humains et leurs bêtes représentent aujourd'hui dans la grande balance du vivant 97%. Alors, c'est pas tout le vivant, c'est les vertébrés. Heureusement, il y a encore des arbres et des bactéries et du plancton pour compenser tout ça. 97% de la biomasse des animaux, finalement, est représentée par les êtres humains et leurs bêtes. Donc, vous voyez ce
finalement, enfin, l'expression est terrible, hein, mais cette espèce de grand remplacement, comment on s'est étalé d'une façon totalement insoutenable, hein, pour les milieux naturels. D'où l'importance, selon moi, de se méfier un petit peu de nos capacités d'être de bons colocataires et de cohabiter d'une façon harmonieuse et pacifique et satisfaisante pour la nature. Et il y a 2 éléments que je voudrais porter à votre attention. Alors évidemment, en fait, j'aurais peut-être dû commencer par là, évidemment, il faut cohabiter de façon plus pacifique et harmonieuse avec le monde vivant qui nous entoure. Il faudrait être contre le bien pour ne pas accepter ça. Mais pensez que cette idée d'une réconciliation, d'une cohabitation pacifique, d'une habitation harmonieuse de la nature soit une ressource suffisante pour faire face à la crise actuelle, ça me semble justement insuffisant. Premier niveau de vigilance par rapport à ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la référence glissante. Alors c'est Daniel Pauly, un biologiste à Lieutte, qui s'intéresse donc à la biologie des stocks de poissons pêchés, qui dans un article très bref introduit cette notion de syndrome de la référence glissante en disant quelque chose d'assez banal finalement, mais qui va être confirmé et étudié par la suite. Et il dit: je me suis vite rendu compte que pour chacun de mes collègues, le bon état de la population sur laquelle il travaille est celui qu'il avait rencontré au début de sa carrière. C'est pour ça que je mets cette photo que j'adore, parce qu'en fait, elle fait partie d'une série qu'on a retrouvée, une série de photos touristiques. Hein, c'est en Floride, c'est un opérateur de pêche touristique. Et donc, c'est un protocole très standardisé, parce que finalement, les gens partent pour quelques heures, et puis ensuite, ils posent tous devant le même truc, avec la même affiche, etc. Ils posent avec leur prise. Et celle-ci est faite en 1958. Je n'ai pas mis toute la série. Et en fait, plus le temps passe, et plus la biomasse s'inverse, au sens propre. Et c'est tragique. C'est-à-dire que les poissons de la même espèce rapetissent au point que les dernières photos ne montrent plus aucun poisson qui fasse plus que 30 ou 40 cm. Et puis, ironie américaine, les humains enflent à mesure que les poissons se réduisent. Et donc, bon, c'était un petit clin d'œil. Enfin, voilà, je ne tirer aucune conclusion sur la physiologie des Américains, enfin des habitants de Floride, mais ça nous met face à un problème qui est un problème énorme pour la biologie de la conservation et pour tous ceux qui s'engagent dans la conservation de la nature, qui est que finalement, face à cette dégradation lente, progressive, peu perceptible du vivant qui nous entoure, eh bien, on se met à avoir des rêves médiocres. On se met à espérer, par exemple, et moi la première, à considérer qu'un succès de la conservation, c'est d'éviter l'extinction d'une espèce. Mais éviter l'extinction d'une espèce, c'est un petit peu comme avoir quelqu'un en soins palliatifs et se dire il faut qu'il reste là toujours. Ben non, évidemment, la finalité de la santé humaine, c'est pas simplement d'avoir un cœur qui bat et des poumons qui respirent avec toutes sortes d'artifices. Et en fait, on est tellement aveuglé par ce que peut être un milieu naturel dans toute sa profusion, dans toute son exubérance, dans toute sa vitalité, qu'on est condamné finalement à avoir des espoirs, des préférences relativement modestes. C'est aussi une adaptation psychologique nécessaire, hein, et qui a été étudiée par exemple en philo par des gens comme Amartya Sen aussi, mais Martha Nussbaum notamment. On parle des préférences adaptatives. On a tendance, et c'est un gros problème par exemple pour le conséquentialisme, c'est un gros problème pour ceux qui pensent que ce qu'il faut c'est satisfaire les préférences des gens, c'est que on a tendance à préférer juste un tout petit peu plus ou un tout petit peu mieux, et les dégradations lentes et progressives tendent à être invisibilisées. Deuxième problème de deuxième défi, deuxième point de vigilance dans notre capacité à cohabiter de façon satisfaisante, harmonieuse ou que sais-je avec les vivants non humains, c'est le déséquilibre des forces en présence. Après ce que je vous ai dit,
parce que l'écologie win-win, c'est l'écologie gagnante-gagnante. C'est Rosenzweig, c'est un écologue qui propose ça, et c'est quelque chose qui plaît beaucoup et dont on parle beaucoup. Il faut trouver une écologie gagnante-gagnante, bonne pour les humains et bonne pour la nature. Et ce gagnant-gagnant, à partir du moment où on n'a aucune idée de l'état, par exemple, d'un milieu naturel quand il n'est pas fortement impacté par les êtres humains, quand on ne sait pas ce qu'il pourrait être, eh bien, on peut se trouver avec du gagnant-gagnant qui continue à être très déséquilibré. Alors, je donne un exemple qui est très mauvais, mais bon, au moins, ça vous permet de mettre une image. Supposons que vous êtes en train de vous faire agresser, étrangler terriblement par un agresseur sadique qui s'apprête à vous tuer. Puis soudain, il a une petite crampe au pouce. Et puis, il décide de desserrer l'étau parce que, en fait, il se rend compte que ça lui fait vraiment trop mal. Et puis là, c'est une situation gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'il a desserré l'étau, lui il est mieux, il a moins mal au pouce, et puis vous, pour quelque temps, vous pouvez respirer encore. Alors oui, c'est gagnant-gagnant, mais évidemment, par rapport à tout le potentiel d'épanouissement, de bien-être, d'accomplissement de vous-même, c'est petit filet d'air qui passe à nouveau dans vos poumons, c'est quelque chose de relativement peu satisfaisant. Et là encore, je pense que l'analogie vaut ce qu'elle vaut, c'est plus une illustration, mais se dire qu'on va faire du gagnant-gagnant en mettant quelques nichoirs, en faisant un crapauduc pour passer sous une autoroute, le gagnant-gagnant, c'est sûr que c'est mieux pour un crapaud d'avoir un crapauduc que de se faire splatcher par une bagnole. Mais peut-être que si le crapaud avait le choix, il ne voudrait pas d'autoroute. Et donc, la conclusion un petit peu de ça, c'est absolument pas de vous encourager à détester la nature ou à vous enfermer dans des villes totalement minéralisées, etc. Je le répète, les lieux que nous habitons, les lieux où nous sommes chez nous, les lieux que nous vivons, on doit les rendre hospitaliers. On doit pouvoir accueillir des crapauds, on doit pouvoir accueillir des oiseaux dans nos villes, dans nos champs. Et il y a effectivement tout à gagner, et pour les humains et pour les non-humains, à avoir des régimes moins toxiques, moins, il y a tous ces cides moins meurtriers dans nos rapports aux vivants non humains. Néanmoins, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas car il n'y est pas, si vous voulez, on n'est pas. Tous les animaux n'ont absolument pas envie de cohabiter avec nous. En fait, les êtres humains, ils ont des niches qui peuvent être satisfaisantes, limitées, mais à partir du moment où on décide de l'étendre à la planète tout entière, et sous prétexte d'être un bon colocataire, on va s'installer chez les gens et en disant mais moi je suis super bonne colocataire, vous savez, je nettoie la douche, j'enlève mes cheveux quand je m'en vais. Oui, mais sauf que quand on est un tétralyre, on n'a juste pas envie d'avoir un être humain qui passe l'hiver alors qu'on s'est fait son terrier dans la neige, parce qu'on va bouffer toutes nos ressources énergétiques par des envols. Quand on est un grand prédateur, on n'a pas envie de se faire flinguer parce qu'on n'est pas capable de distinguer une brebis d'un chamois. Et donc, se dire qu'un temps est venu face à la réduction comme peau de chagrin finalement de ces lieux naturels, de ces lieux où les êtres vivants peuvent exprimer leur pleine potentialité. Ces lieux sont devenus tellement réduits et tellement précaires et sont sous des assauts tellement forts. Pas des assauts de survie, pas des assauts de cabanes, des assauts de plantation d'huile de palme, des assauts d'extraction pétrolière, minière, de production massive d'énergie dite renouvelable, etc. Les assauts sont tels qu'il faut aussi, je pense, réinvestir, revitaliser l'idée d'une auto-limitation. Accepter de ne pas habiter partout, accepter qu'il y ait des lieux où nous soyons étrangers. Ça ne veut pas dire que nous sommes malvenus, mais quand je vais chez des gens, je vais chez eux et j'accepte la souveraineté des habitants dans leur habitat. Et puis si je passe discrètement, je passe avec un cadeau peut-être. Et donc cette idée un petit peu de se dire le monde est composé d'une
grande diversité d'êtres qui ont tous leur monde pour. Le monde pour la TIC, il en a été question. Et tout ça ne peut pas s'harmoniser de façon globale. Il faut accepter qu'il y ait des lieux, qu'il y ait des pôles un petit peu, des polarités, qu'il y ait des lieux pour les humains dans lesquels on devienne bienveillant, hospitalier avec les non-humains, mais qu'il y ait aussi des lieux de non-humains et dans lesquels, si on y va, entre guillemets, de façon discrète et à nos risques et périls. Donc voilà un petit peu le message. J'ai conscience d'avoir accéléré un petit peu à la fin, mais comme ça nous laisse quand même quelques minutes pour échanger. La question pour moi n'est pas de dire qu'on ne peut pas habiter dans la nature, n'est pas non plus de dire qu'on ne peut pas ménager dans notre habitat une place plus grande pour les vivants non humains, mais que nous n'avons pas vocation à habiter le monde, que la Terre est grande et que s'auto-limiter, se restreindre, serait une sage décision, non pas dans l'absolu, mais dans le contexte de crise qui est celui qu'on connaît actuellement. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention.